Pour notre webinaire d'aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir quatre panélistes. Nous avons Jean-Francis, qui est le directeur général de Data Center Service chez ST Digital. Gaël Hernandez, directeur de la stratégie ISP Peering, Catchpoint. Vous avez Nico Chinto Bakajika, directeur des opérations ISPA DRC, RDC IX. Vous avez Jean-Baptiste Milogo, qui est expert en développement Internet, expert en développement Internet. Vous avez Cédric Béillet, qui est responsable du développement dans le département stakeholder à Affini. Donc, je vais permettre à chacun des panélistes de se présenter. Je vais commencer, chacun se présentera brièvement. Je vais commencer par Jean-Francis, ensuite ce sera Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Francis. Bonjour Willy, bonjour tout le monde. Alors, je suis Jean-Francis Oranda, je dirige l'activité Data Center Service pour le groupe ST Digital. Voilà ce qu'on peut dire en bref sur moi. D'accord, merci beaucoup. Jean-Baptiste, bonjour, bienvenue. Bonjour Willy Manga, bonjour tout le monde. Je suis Jean-Baptiste Milogo, je suis en charge du développement d'Internet et des technologies associées à Internet Society, donc essentiellement en travaillant sur la région Afrique. Donc, on travaille sur le développement des points d'échange, voilà, toute autre chose qui peut être d'intérêt pour le développement des infra. Merci. OK, très bien. Donc, les autres panélistes vont se présenter et auront également des slides à nous suggérer. Donc, je vais continuer avec Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour Willy, bonjour à tous. Oui, donc je te laisse te présenter et également en même temps pouvoir justement introduire un certain nombre de choses que tu as préparées. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. J'ai le plaisir et l'honneur de le faire en premier. Donc, si ça ne marche pas, ça sera moi. Alors, est-ce que vous pouvez voir un slide avec une photo et à propos de moi? Oui, c'est bon, merci. Alors, d'abord, merci à Frénic et Willy pour l'invitation de participer à ce webinaire. C'est toujours un plaisir de se retrouver d'anciens amis et d'anciens collaborateurs et de collaborateurs actuels. C'est un sujet qui est le sujet des points d'échange et de l'interconnexion en Afrique est un sujet qui est très proche de mes activités. Pendant 10 ans, j'étais conseiller on va dire, politique d'interconnexion, mais je travaillais beaucoup avec les points d'échange et avec les fournisseurs et avec les régulateurs pour essayer d'améliorer la situation dans, dans, dans la majorité des pays qui n'ont pas un écosystème fonctionnel, on va dire. Alors bon, à propos de moi, voilà, je suis maintenant directeur de la stratégie ESP Peering pour Catchpoint. C'est une société qui fait du monitoring de la performance sur Internet et je dirige avec eux l'expansion de leur réseau d'observabilité et je gère la relation avec les fournisseurs tiers, donc des data centers, les réseaux, etc., etc. Alors, comme je disais, voilà, j'ai fait un parcours de 10 ans à PCH et c'est de ce parcours, disons, que j'ai tiré des leçons. Cette leçon viennent d'un poste, de mon dernier poste en termes comme employé à PCH, où j'ai fait un petit, voilà, j'ai fait un petit recul sur ces 10 années et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai appris? Si je devais passer la main ou le bâton à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je lui dirais après 10 ans? Alors, je pense Gaël, si tu permets, oui. juste pour l'audience, est-ce que tu peux juste décrire brièvement ce que c'est PCH? Parce que ce n'est pas forcément tout le monde qui connaît. Oui, PCH, c'est des acronymes pour Packet Clearinghouse. C'est une organisation à but non lucratif qui travaille dans le domaine des points d'échange
du DNS, de la résilience et de l'interconnexion locale. Alors, il y a beaucoup de travail qui est justement en termes de s'engager avec les communautés locales et avec le IXP local pour essayer d'améliorer et de rendre l'Internet plus résilient et plus robuste pour tous les réseaux qui se connectent. Et bon, il y a une partie d'installation de serveurs DNS Anycast qui peuvent servir des zones DNS. Et comme tout le monde le sait, le DNS est une partie, disons, très très importante, critique même, je dirais, pour le fonctionnement de l'Internet. Merci. Merci, Willy. Alors, tout d'abord, je dirais l'économie d'Internet est simple, même si on a parfois des produits qui sont compliqués à comprendre, hein, mais soit on fait du peering avec un autre réseau et on échange nos routes hein, pour pouvoir, pour que nos clients puissent accéder aux clients de l'autre réseau, soit on paye du transit vers un autre réseau. Alors, voilà, on essaye parfois de compliquer, de parler de paid peering. Oui, c'est vrai, en termes dans les marchés et on peut trouver des produits qui sont une espèce de mélange, mais dans le fondamental et pour bien comprendre l'interconnexion, soit on fait du peering avec un autre réseau, soit on achète du transit à ce réseau et on perd un peu le contrôle disons, on perd le contrôle de ce qu'on veut annoncer, de ce qu'on ne veut pas annoncer, etc. Alors, comme deuxième point, je dirais que l'élément le plus important, sans aucune différence pour un point d'échange Internet, c'est la communauté qu'il dessert. Et il n'y a pas de point d'échange, de concept de point d'échange sans communauté à servir. Et je pense que c'est un point qui est très important parce qu'on peut le lire de façon, on peut le lire aussi à l'envers. C'est grâce à cette communauté qui travaille ensemble, qui se met d'accord pour mettre en place une infrastructure qui va permettre qui va permettre des meilleures connexions. Je peux lancer le troisième point. Il va permettre de réduire le coût moyen de livraison par bit. Il va améliorer la résilience du réseau et il va réduire le ISPath. Alors, il va réduire le nombre de systèmes autonomes à traverser avant d'arriver à la destination. Et ces points d'échange sont clés par ces éléments et c'est cette communauté qui, en travaillant ensemble, peut mettre en place ces points d'échange. Il y a différentes façons, il y a différentes modèles d'organisation pour mettre en place ou pour gérer un point d'échange, mais un des modèles qui marche très très bien, c'est un modèle, disons, communautaire dans lequel c'est la communauté qui travaille pour le mettre en place et qui s'engage directement pour l'exploitation du jour au jour. Alors, une autre leçon que j'ai relevée, c'est que la communauté de peering, elle est très ingénieuse, elle est très intelligente, elle sait très très bien, elle est techniquement très intelligente et il faut l'utiliser. Il faut demander de l'aide, il faut travailler avec tous ces réseaux qui font du peering et essayer de tirer des leçons et de comprendre quels sont voilà, leurs problèmes. Alors, il y a un autre élément et je pense on l'a tous vu ici dans le webinaire. Il y a des personnes qui sont très très impliquées sur l'interconnexion, sur la connectivité locale, et on a vu et on le voit encore et on le verra des essais de mettre en place
des points d'échange qui n'aboutissent pas. Euh, et, et parfois, on se demande, c'est quoi les raisons? Pourquoi, si on fait un post-mortem, hein, comme on dirait quand il y a des soucis techniques, on essaie de bien comprendre. Moi, je dirais que la bonne intention, parfois, ne suffit pas. Et il y a des acteurs comme PCH ou l'Internet Society qui ont, euh, comment dire, qui ont donné la main et qui ont participé de ce processus de mise en place et qui peuvent vous aider et qui peuvent vous dire, écoutez, ici c'est compliqué, ici ça peut être compliqué, pourquoi vous ne travaillez pas ensemble, pourquoi vous ne suivez pas cette ligne d'action. Je pense que c'est important, la bonne intention ne suffit pas, il faut se laisser aider. Et ce sont voilà, de très belles organisations avec beaucoup de ressources et des années d'expérience. L'autre bonne nouvelle, c'est que voilà, il y a des groupes d'opérateurs de réseau, on les connaît normalement comme les NOG, qui sont des forums et ils sont inestimables en termes de stimulation de l'innovation technique. Ils sont utilisés pour échanger des connaissances de façon très directe entre ingénieurs, hein, peer-to-peer, entre ingénieurs, euh, et il faut les utiliser à l'avantage. Alors, ce qui est parfois compliqué, c'est que les NOG, alors les groupes, ces groupes d'opérateurs réseau, les points d'échange, la communauté, ce sont les éléments qui apparaissent plus ou moins à la même fois. Alors, il faut essayer de stimuler euh, les ingénieurs, l'environnement, les régulateurs pour que ces différents parties et ces différents acteurs se développent. Et le dernier, voilà, c'est aussi une constatation. AXP Manager, c'est un super logiciel qui peut vous aider à faire, disons, la gestion un petit peu plus technique de l'IXP, de la plateforme d'interconnexion. C'est une très bonne plateforme. Il y a environ, je sais plus combien, une centaine, même plus de 150 IXP dans le monde qui l'utilisent. Et voilà, il est développé par l'INEX, le point d'échange irlandais. Et voilà, c'était très proche de mon cœur aussi parce que j'habite en Irlande et c'est de très bonnes personnes qui travaillent pour, c'est leur propre plateforme, mais maintenant, voilà, il y a eu toute une communauté qui appuie et qui fait partie, disons, de la solution. Alors voilà, ce sont 7 leçons apprises en cours de ces 10 ans et j'espère pouvoir partager plus et pouvoir échanger avec le reste de panélistes au fur et à mesure que le webinaire se développe. Merci beaucoup, Gaël. Donc, je retiens principalement, par exemple, ton premier point en matière d'interconnexion, soit on fait du peering ou on fait du transit. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est un peu les deux modes. Et justement, l'intérêt des points d'échange, et c'est notamment d'aider à raccourcir sur le plan technique ce qu'on appelle les ASPAF, c'est-à-dire le nombre de systèmes autonomes qu'on a entre la source et la destination. Économiquement parlant, cela signifie quand vous raccourcissez le nombre de PAF, ça veut dire que potentiellement aussi vous réduisez vos coûts. Et c'est en cela que les points d'échange sont intéressants parce que fondamentalement parlant, le point d'échange, c'est un peu comme une multiprise où tout le monde peut venir justement s'interconnecter. Et pour ceux qui gèrent les points d'échange, une multiprise signifie aussi qu'il faut démultiplier le nombre d'interconnexions en parlant notamment des serveurs de route. Et pour pouvoir le faire avec un serveur de route, soit vous allez le faire manuellement, ce qui peut être très compliqué, soit vous faites aider de logiciels qui sont par exemple celui de XP Manager dont tu as parlé. Et de manière générale aussi, il y a un point important que tu as mis de côté, c'est la communauté. Et je vais aller plus loin en disant l'écosystème qui est très important pour pouvoir justement structurer tous ces points d'échange-là. Merci beaucoup, Gaël. Avant que nous abordions, vu qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, nous allons prendre également Nico qui va justement nous faire l'expérience de la mise en place de points d'échange en République démocratique du Congo. Bonjour Nico, à nouveau. Bonjour Willy.
Bonjour tout le monde. Nos remerciements d'abord à Afrinic qui nous a associés à cette expérience pour pouvoir parler avec la communauté africaine francophone sur ce que nous avons vécu en République démocratique du Congo en l'ensemble de premiers points d'échange. Je crois que mon écran est partagé. Oui, nous le voyons bien. Oui, là, je ne sais pas dérouler. Qu'est-ce qui se passe? Il te faut faire le focus sur ton écran et là, tu pourras. OK, Et là, ça c'est va, bon. ça Mhm. marche. Alors, on va partager avec vous l'expérience que nous avons connue pour l'implantation d'un point d'échange en République démocratique du Congo. Une expérience qui a connu les hauts et les bas. Et aujourd'hui, peut-être, on peut dire qu'il est dans les hauts. Mais le début n'a pas été facile. Comme le titre l'indique, nous sommes partis d'une expérience qui n'a pas totalement marché vers une deuxième expérience qui marche aujourd'hui et qui nous a permis même de se permettre d'occuper le territoire congolais, qui est un grand territoire. Et comme vous allez le remarquer avec moi tout à l'heure. Et là, c'est le projet Point d'échange Internet. C'est un projet, comme je l'ai dit, qui a connu deux phases. Il a existé avant l'association des fournisseurs d'accès Internet qu'on appelle ISPA-DRC et il a existé après l'association. Je m'explique. C'est-à-dire, le point d'échange au départ, c'est lui qui a existé. C'est sur base du projet de point d'échange que l'association s'est créée. Et après cette création, le point d'échange, le tout premier, qu'on appelle le FOPA, il est venu avec le projet Cassia qui était dynamiser l'accès au TIC en Afrique. Le projet piloté à l'époque par AFISPA, qui était l'association des points d'échange d'Afrique, et sous l'impulsion, je crois, du Centre de recherche pour le développement international du Canada. Ce projet est venu avec des acteurs, mais qui n'étaient pas deux entreprises. Des acteurs qui sont venus et qui voulaient faire quelque chose pour que le point d'échange existe en République démocratique du Congo. Et cette première expérience, c'était le Kinix. Cette fois-là, les membres ils n'étaient pas préparés. Ils sont venus, on leur a présenté les projets, ils se sont engagés. Il n'y avait pas de moyens. C'est un opérateur qui a donné une place, une table, comme vous les remarquez sur l'image, dans sa salle serveur. Et on a mis ces routeurs qui est aussi un don d'une université, si je me rappelle bien, l'université d'Oregon, oui, aux États-Unis. Les routeurs sont arrivés, les gens se sont mis ensemble, ils ont mis le point d'échange. Mais 6 mois après, le point d'échange s'est arrêté. Là, nous sommes en 2003. Et après, bon, quelles sont les raisons qui ont fait que cela échoue? Les raisons étaient simples. Les gens ne se connaissaient pas. Les gens se sont rencontrés pour la première fois autour du point d'échange. Et par après, ils ne maîtrisaient pas même les notions, comme Gaël venait de le dire, de fonctionnalité d'un point d'échange. Et il y a eu un problème même de compréhension, comment le routage se fait, ainsi de suite. Il y a des opérateurs qui ont accusé les autres que, voilà, il y a les autres qui sont malins, qui passent par le point d'échange pour utiliser ma bande passante afin de servir ses clients. Bref, dans cette cacophonie-là, la confiance n'était plus. Le point d'échange s'est arrêté. Il a fallu attendre 10 ans pour que les gens se parlent. Non, non, il fallait attendre 6 ans après. Là, maintenant, l'association, elle est là résistée, elle est restée, elle s'est occupée d'autres aspects pour pouvoir développer l'Internet en République démocratique du Congo, cette industrie, l'industrie Internet. Et tout juste après, ils ont compris qu'il fallait encore se mettre ensemble autour d'un point d'échange. Et là, il y a eu quand même, dans cette conscientisation, les gens se connaissent, les gens se parlent, ils ont eu à prendre quelques décisions en commun, de manière concertée, comme
je l'avais déjà souligné. Et là, ils se sont dit, nous pouvons maintenant nous lancer dans une deuxième expérience. Et dans cette expérience, il y avait des préalables qu'il fallait remplir, c'est-à-dire il faut chercher un endroit neutre, contrairement à la première expérience où les équipements se trouvaient chez un opérateur. Pour y accéder, c'était très compliqué parce qu'un opérateur ne peut pas laisser sa salle serveur pour que les gens entrent à tout moment, qu'ils veulent intervenir sur leur routeur, ainsi de suite, sur leur équipement. C'était difficile. Alors, cette fois-ci, ils se sont dit, allons dans un endroit neutre. Et la dynamique, la communauté réunie, il s'est dégagé aussi une solidarité. Ils se sont dit, nous devons cotiser pour réaliser ce point d'échange. Et aussi voir quels sont les amis de la communauté du peering qui peuvent nous accompagner dans cette expérience. C'est ainsi que la communauté a eu approché Internet Society en premier lieu pour que cela qu'on voit ensemble comment est-ce que sur l'expérience d'Internet Society, on peut aider la communauté de la République démocratique du Congo d'avoir son point d'échange qui sera bien sûr communautaire. Et ce qui a été fait, Internet Society a donné le poids en équipement, en connaissance, parce que c'est Internet Society qui a organisé même l'atelier pour que tout le monde ait la compréhension sur le fonctionnement, comment le routage s'est fait dans un réseau avec le protocole BGP. Et cela a été fait. C'est une très bonne expérience. Nous nous sommes lancés à la réalisation du premier point d'échange. Et ce point d'échange, comme vous le remarquez, il a commencé dans un petit local de 3,80 m sur 2,20 m. C'était tout petit. Il y a eu un rack et ces racks, c'est le fruit des cotisations des membres. Mais son fonctionnement, c'est l'association menant ISPADI RC qui prenait en charge le point d'échange. Et au départ, on avait 4 opérateurs qui étaient connectés. Mais tellement qu'ils n'étaient pas attractifs, les opérateurs qui étaient connectés, tels que vous le remarquez sur votre écran, le trafic était moins de mégabits qui étaient échangés en local. Et c'est là, vous comprendrez que dans plusieurs de nos pays en Afrique, nos contenus que nous utilisons sont hébergés ailleurs. Nous-mêmes, nous n'avons pas assez de contenus hébergés en local. Ce qui fait qu'après un temps, il y a même des membres qui ont commencé à se déconnecter de point d'échange parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt. Et là, on était presque proche d'un échec. Parce que si un autre s'est déconnecté, déjà la définition d'un point d'échange qui dit que pour qu'il y ait un point d'échange, il faut au moins 3 AS qui échangent les trafics. Si pas 3 opérateurs. Ouais. Mais ici, on se retrouve avec un qui part et on a peur qu'un autre part, qu'on reste avec des opérateurs, c'est-à-dire le point d'échange va tomber. Il a fallu maintenant que la communauté se concerte. Elle s'est concertée. Quelle stratégie mettre en place pour le rendre attractif? C'est ainsi que la première chose était d'aller chercher maintenant les fournisseurs de contenu. Et dans cette démarche, nous avons, au niveau de ISPA, approché un CDN. Le tout premier, c'était Google. On l'a approché, qu'il vienne mettre son cache sur le point d'échange. Et c'est cette expérience de Google qui a fait que le point d'échange a pu renaître. Tous les autres membres qui étaient partis, le membre qui est parti, il est vite revenu, et les autres qui regardaient, qui ont expérimenté ce qui se passe dans les réseaux des autres, ils ont vu que c'était intéressant d'aller vers le point d'échange pour pouvoir bénéficier des services offerts par le CDN qui était Google. Pratiquement, le point d'échange a pris maintenant la forme, il commence à attendre vers la maturité, et il commence à s'autofinancer parce que depuis son lancement, c'est-à-dire de 2012 jusqu'en 2016, c'est l'association qui a pris le point d'échange, qui a pris, j'insiste, difficilement le point d'échange en charge. Okay. Parce qu'en interne, je vous dirais que nous avons eu à contacter des dettes pour pouvoir faire fonctionner le point d'échange. Pour ceux qui savent comment nos associations fonctionnent, les membres n'ont jamais été tous à jour avec leurs cotisations. Les cotisations, ouais, ça c'est quelque chose de toujours difficile, Ouais. effectivement. Très difficile.
Et maintenant, avec l'arrivée de ces CDN sur le point d'échange, on a commencé à faire payer les ports. Là, on pouvait se permettre. Et les gens ont commencé à payer l'occupation de ports mensuellement. Ce qui a donné maintenant le moyen au point d'échange de se payer les loyers. Et plus tard, vous allez voir maintenant que le point d'échange commence même à prendre en charge l'association. C'est-à-dire, il prend maintenant en charge les papas. C'est comme le cycle de la vie. Le papa prend en charge l'enfant à un certain âge, c'est l'enfant maintenant qui prend en charge les papas. C'est ce que nous avons vécu à l'âge de maturité. Comme vous allez le remarquer, on était dans un petit local de 2 mètres sur 3, je peux dire. Maintenant, nous sommes dans un local de 10 mètres sur 5, à peu près 11 mètres sur 6. Et dans ces locaux, nous avons continué avec la politique d'amener les CDN des valeurs ajoutées, comme on l'a dit, sur le point d'échange. Et c'est en ce moment-là qu'il y a Meta qui est venu. Il y a Gaël qui m'a précédé tout à l'heure, qui nous a beaucoup aidé aussi avec l'arrivée de PCH. Et après, Netflix s'est ajouté, Cloudflare est là. Bref, nous avons eu tout parmi au moins les grands noms de CDN qui étaient là. Il y a les autres, nous sommes encore en négociation. Et entre-temps, nous nous sommes aussi dit, oui, c'est bien d'avoir le CDN qui vient de l'extérieur, mais est-ce que nous ne pouvons pas aussi aller vers les potentiels CDN locaux, c'est-à-dire les fournisseurs de contenus locaux? Nous avons fait cet exercice-là, nous sommes allés vers eux pour leur présenter le bien fondé de venir sur le point d'échange afin de disponibiliser leurs produits en local. Et il a fallu aussi les aider à avoir des ressources Internet, c'est-à-dire leur propre adresse IP, leur propre Numéro de système autonome. autonome. Et là, nous les avons orientés vers Afridic. C'est ce qui a été fait. Ils ont eu leur ASN, ils ont eu leur identité en quelque sorte sur les réseaux et ils sont venus maintenant se connecter au point d'échange. Et le point d'échange n'a fait que grandir jusqu'actuellement. Ça, c'est la réalité. Au départ, on avait des problèmes de l'énergie. À tout moment que la Société nationale d'électricité arrêtait, ça s'arrêtait aussi sur le point d'échange. Et par après, on est allé vers un opérateur qui était dans le même site qu'avec le point d'échange, qui nous a donné son énergie difficilement. Et après, maintenant que le point d'échange a atteint sa maturité, c'est-à-dire se prend en charge, il s'est doté d'une source redondante de l'énergie. Le trafic est croissant, comme vous le remarquez dans les écrits. Et Oui. par après, il y a aussi la redondance de la climatisation. Bref, le point d'échange se permet maintenant de prendre en charge. Et en ce moment-là, les opérateurs qui, autrefois, on était derrière eux pour qu'ils viennent sur le point d'échange, ils se sont appropriés le point d'échange. C'est ça ce qui est intéressant. La communauté s'est appropriée le point d'échange et pousse maintenant l'association à avoir d'autres points d'échange. Ils se disent, à Kinshasa, nous avons une bonne expérience. Est-ce que nous ne pouvons pas aller ailleurs, toujours sur le territoire national? C'est ainsi que nous sommes allés à 2000 km à vol d'oiseau de Kinshasa, pratiquement à Lubumbashi, en 2019, pour lancer un deuxième point d'échange. Et après, ils ont encore poussé. Maintenant, cette fois-là, avec les fournisseurs de contenu, qui disent, est-ce que vous ne pouvez pas aussi aller à tel autre endroit? Nous sommes allés aussi à Goma, ce qui fait que le projet RDCX, qui visait à doter la République démocratique du Congo de points d'échange communautaires, en compte maintenant 3. Et dans ce parcours, vous allez remarquer que c'est Kinix qui a beaucoup peiné et qui nous a permis d'avoir aussi l'expérience de gestion des points d'échange. Et vous allez remarquer au lancement de Kinix, il n'y avait que 4 opérateurs. Et plus on a avancé, ils sont restés 3. Et par après, aujourd'hui, ils sont 22, tel que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ouais. Mais, par contre, Lubumbashi, lui, a amené une autre expérience et Goma. Avant même qu'on construise les points d'échange, je vous surprendrai, les fournisseurs de contenu étaient là.
Leurs OK, équipements sont arrivés avant même qu'on lance les points d'échange. À OK. Lubumbashi, il y avait un CDN qui était là, qui attendait que le point d'échange soit là. Et à Goma, c'est des CDN qui attendaient que le point d'échange soit lancé. Et après, aujourd'hui, la communauté est là, mais il y a aussi des demandes encore pour qu'on ait un quatrième, parce que le pays est OK. grand. Et là, c'est la communauté qui se prend en charge, et tel que vous allez voir, Lubumbashi et Goma, ils se sont pris directement en charge. Et ils contribuent à leur propre développement, bien sûr, avec l'aide de nos partenaires. Et est-ce la présence de ce point de chance, est-ce qu'il a eu l'impact sur l'écosystème national? Je vais dire oui, en affirmant à haute voix que le point d'échange a eu un impact. Parce qu'au lancement du point d'échange de Kinshasa, tous les opérateurs venaient par la liaison radio. Mais aujourd'hui, plus de 10 fibres optiques arrivent au point d'échange de Kinshasa. Et si vous remarquez très bien, en reculant un peu, sur 22 opérateurs qui sont connectés au point d'échange, aujourd'hui, 16 viennent, non, pratiquement 20 viennent, ils sont servis par la fibre optique. Et vous Donc, remarquez que ils ont une bonne connectivité, en fait. une bonne connectivité, ils ont compris et ça a aidé à ce que cette infrastructure de transport numérique se développe dans la ville de Kinshasa, dans le ring de Kinshasa, quand vous avez dans une ville dit fibre optique, et ces fibres optiques, on les déploie premièrement pour les amener au point d'échange, qui lie l'opérateur, les POP de l'opérateur, ainsi de suite. Et après, il y a eu l'attraction des CDN. Il y a d'autres CDN qui nous contactent, qui veulent venir facilement, mais avant, on courait aussi derrière eux, on négociait, et c'était pas facile la négociation. Et en plus de ça, il y a aussi attraction de investisseurs dans le data center. Actuellement, 2 data centers sont en construction à Kinshasa. Pourquoi? Parce que les CDN veulent aussi venir avec leur POP en République démocratique du Congo, sur base des informations collectées de trafic sur le point d'échange. Et là aussi, il y a le développement, comme je venais de le dire, de CDN locaux qui se développent. Et en plus de ça, il y a d'autres activités qui se développent, les transporteurs numériques. Avant, les opérateurs ne pouvaient pas passer par l'infrastructure de l'autre pour aller bénéficier d'un service. Mais aujourd'hui, sur le point d'échange, il y a des opérateurs qui transportent les autres et qui les amènent sur le point d'échange. C'est un business qui s'est créé dans l'écosystème. Et en plus de ça, il y a une forte demande que nous enregistrons, bien sûr, des citoyens moyens qui n'ont pas, enfin, qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui veulent héberger localement leurs applications. Ça, c'est l'impact du point d'échange. Parce qu'avant, ils les hébergeaient ailleurs, ils trouvent maintenant que la latence est là, les exigences des clients sont là, ils veulent maintenant le faire en local. Ça, c'est l'impact. Est-ce qu'il y a les défis? Comme dans tout projet ou dans toute organisation, il y a toujours les défis. On n'en est pas encore arrivé. Nous pensons qu'avec cette façon d'évoluer, nous allons pérenniser le fonctionnement de Kinix, de Lubix et de Gomix. Et aussi, nous pouvons aller dans d'autres agglomérations où les besoins vont se faire sentir d'amener le point d'échange. Et aussi penser à ce que Lubix, Kinix et Gomix aient d'autres présences dans des villes pour assurer la résilience de point d'échange, surtout avec l'arrivée des data centers. Et aussi, bon, nous devons travailler avec les utilisateurs finaux, tels que Gaël l'a souligné tout à l'heure là, parce que ce sont des acteurs qui ne sont pas pointés, mais qui font vivre le point d'échange. Parce que c'est eux qui consomment. Juste signaler, Nico, quand tu dis utilisateurs finaux ici pour notre audience, il s'agit de banques, d'universités. Généralement, c'est Voilà. ce genre d'entités qui sont des utilisateurs finaux parce qu'ils ne sont pas, ce sont des entités qui ne redistribuent pas la Ouais. connectivité, mais qui en ont besoin pour leurs propres besoins. Voilà. Alors, nous devons maintenant aller sensibiliser ces gens. Il y a aussi les corps des métiers, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a tous ces gens-là qui sont là.
Parce que nous avons remarqué que dans nos communautés, l'Internet n'est pas suffisamment utilisé. Il nous faut encore de la vulgarisation. Il faut encore de la sensibilisation. Je peux donner un exemple simple. On a autant de cabinets d'avocats. Est-ce que les cabinets d'avocats pensent qu'il faut avoir son propre système d'information, il faut échanger l'information entre cabinets d'avocats en local, ainsi de suite? Il y a des entreprises qui sont là, comme Willy vient de le dire, qui vendent les produits, qui ont des informations à mettre à la disposition du grand public. Nous devons aller vers eux pour les amener, tout en améliorant aussi la qualité de l'Internet, le rendre robuste dans notre communauté. Et aussi, comme je venais de le dire, nous contribuons énormément en travaillant pour que l'hébergement l'industrie du contenu soit active en local en République démocratique du Congo. Et voilà au moins l'expérience que nous avons vécue et les défis que nous avons à relever pour construire l'écosystème Internet en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ok. Merci beaucoup, Nico. Je sais que l'audience est très intéressée par ce que tu as présenté. Moi, je note juste pour résumer certains points. Vous êtes passé par plusieurs phases. Donc, entre le point d'échange, l'association et le point d'échange, il y a eu plusieurs phases depuis plus d'une dizaine d'années. Et on vous avait commencé avec des capacités qui augmentaient de moins de 1 méga, c'est ce qui est important, comme toi-même tu as mentionné, de moins de 1 méga de trafic échangé à 700 mégas à des dizaines de gigabits aujourd'hui. Moi, ce qui, je tiens à faire remarquer à l'audience ici, c'est que n'oubliez pas que, par exemple, en Afrique, la RDC, c'est l'un des plus grands pays en termes de superficie, même en termes de population. Et la DRC, la République démocratique du Congo, juste pour vous donner une idée, a 2 fuseaux horaires. C'est 2 fuseaux horaires. Donc, généralement, la plupart de nos pays en Afrique, nous avons tous un seul fuseau horaire. Donc, imaginez un pays qui a 2 fuseaux horaires avec cette étendue. Et les différents points d'échange que Nico a justement mentionnés sont situés dans des endroits assez, on va dire, éloignés les uns des autres. Kinshasa, pour ceux qui vont un peu, c'est plus à l'ouest. Goma, c'est plus vers le nord à l'est. Et Lubumbashi, c'est plus vers le sud à l'est, sud-est, si je ne me trompe pas, Nico. Mais chacun de ces points sont justement assez, on va dire, éloignés les uns des autres. Mais vous avez remarqué que chacun de ces points, justement, concentre suffisamment de trafic, qui fait que des opérateurs internationaux, mais aussi locaux, et c'est la partie locale qui, moi, m'intéresse particulièrement, parce que comme tu as aussi mentionné, les opérateurs locaux, vous êtes aussi approchés pour qu'ils viennent justement s'interconnecter. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est énormément apprécié. Je vais juste prendre une seule question pour le moment pour Nico, qui a été posée. Et c'est cette question qui vient de Hervé Thiago qui demande, à part la facturation des ports, est-ce que vous avez d'autres services que vous facturez pour vous en sortir financièrement? Donc, à part la facturation des ports, est-ce que vous avez d'autres services que vous facturez pour vous en sortir financièrement? Non, actuellement, on n'a pas d'autres services qu'on facture, mais on pense peut-être à la longue qu'on pourrait ajouter la facturation, par exemple, les VPN pour permettre, on peut le faire, mais pour le moment, nous allons seulement l'occupation des ports et je peux encore ajouter que même cette occupation des ports, pour attirer les opérateurs, c'est un forfait. Elle n'est OK. pas dimensionnée au volume de ports. Ouais. Pour le moment, OK. c'est un forfait, mais quand un nouveau venu vient, on lui dit, voilà, le vrai prix est celui-ci, mais pour le moment, la politique, au fait, nous avons appliqué un peu le marketing social, l'approche, pour amener les gens à changer les comportements. Et plus tard, lorsqu'ils seront dans la dynamique, on pourra voir maintenant comment nous pouvons dimensionner le prix des ports. Pour le moment, c'est OK. un forfait. Pas grand ou petit, c'est la même chose. Que tu occupes un port de 100 gigas, que tu occupes celui de 1 méga, et vous payez le même prix. C'est OK. une façon. OK. C'est bien noté. J'espère que Hervé a eu sa réponse. Oui, Je tiens aussi à... je voulais Oui, ajouter, je voulais ajouter.
À Oui. part ça, nous avons mis ensemble, il y a une autre source de financement, mais qui n'est pas tellement qu'on ne peut pas. Nous avons mis ensemble une stratégie pour remplir les caches. Et le transit, il est acheté par la communauté. C'est la communauté qui se cotise pour acheter le transit afin de mettre à jour les caches de Google, de Meta et de tous les autres qui sont là. Et là-dessus, maintenant, les points d'échange bénéficient d'un frais qu'on appelle le frais administratif auprès du vendeur. Et ça nous permet aussi de faire face aux charges. C'est un modèle bien rodé. Ça, j'apprécie énormément. Je tiens aussi à rappeler à l'audience, parce que dans tout ce que justement Nico a présenté, il faut bien remarquer le faux pas de Nico dont il a parlé au début. Euh, je pense qu'une des choses qui est importante que toute l'audience doit en prendre en compte ici, c'est que quel que soit ce que vous avez à faire, avant d'aller chercher à l'extérieur, regardez d'abord comment vous-même vous développez votre propre infrastructure. Parce que dans la présentation de Nico, vous avez vu les acteurs internationaux sont arrivés, mais je dis dans le faux pas, en fait, ce n'est pas les acteurs internationaux qui ont du coup changé. C'est d'abord parce que justement, il y a une initiative locale. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui des points d'échange en République démocratique du Congo, ça vient bien sûr parce que des acteurs qui ne sont pas dans le pays ont contribué, mais attention, n'oubliez pas qu'il y a d'abord une initiative locale. Ils ont d'abord travaillé à leur propre niveau pour restructurer leur organisation, pour avoir une meilleure présentation de leur structure, de leur modèle de coopération. Et par la suite, cela donc a commencé de proche en proche à évoluer et nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Donc, merci Nico pour la présentation. Donc, nous allons prendre les autres questions par la suite, mais nous allons d'abord continuer avec Cédric, qui est à Afrinic et qui va donc un peu nous parler un autre aspect concernant, on va dire ici, tout ce qui concerne le soutien que Afrinic apporte justement à l'établissement et à la croissance des IXP à travers l'Afrique. Bonjour Cédric. Bonjour Willy et bonjour à tous ou bon après-midi en fonction de là où vous vous trouvez. Comme Willy l'a dit, mon nom c'est Cédric Mbeye, je travaille à Afrinic et je suis en charge du développement des parties prenantes. Et mon rôle à Afrinic tourne beaucoup plus autour de tout ce qui est programme technique. Donc, les programmes avec que ce soit les universités, les communautés techniques, les gouvernements, un peu de tout ça. Et donc, c'est dans ce cadre-là que mon travail aussi m'amène à collaborer avec les points d'échange. Et donc, je vais... juste un instant. Alors, juste un instant. Alors, juste... oui, voilà. Désolé. Donc, donc c'est dans ce cadre-là que mon travail m'amène à collaborer énormément avec les points d'échange. Et une des questions que souvent nous retenons, en fait, que nous recevons, nous, à Afrinic, c'est pourquoi Afrinic s'intéresse aux points d'échange? Parce que souvent, ce que l'on voit, c'est Afrinic, le RIR, et les gens limitent le travail d'Afrinic. Mais pourquoi nous soutenons les points d'échange? Ben, tout simplement déjà parce que les points d'échange, ce sont nos membres. Les points d'échange en Afrique donc, ont tous des ressources qui sont données par Afrinic. Et donc, les points d'échange vont recevoir, grâce à la politique de gestion des ressources Internet qui a été mise en place par la communauté, vont recevoir des ressources Internet gratuitement. Donc, que ce soit adresse IP V4, V6 et numéro de système autonome. Et en plus de tout cela, pour pouvoir vous connecter à un point d'échange, donc pour pouvoir faire du peering, ben, vous devez avoir des adresses IP et donc vous devez être soit membre ou alors être client
chez un membre d'Afrenic. Donc, c'est normal pour Afrinic de s'intéresser aux points d'échange. Et aussi, je vous rappelle juste notre vision, qui est un Internet accessible et sécurisé pour une croissance numérique durable en Afrique. Et notre mission en tant qu'Afrenic, c'est de servir la communauté Internet africaine en fournissant des services efficaces dans un environnement global et multipartite. Alors, pourquoi promouvoir les points d'échange? Merci déjà à Gaël et à Nico pour leur présentation qui ont pavé la route pour ce que je vais partager. Ben, déjà, parce qu'un point d'échange, ben, ça aide à la réduction des coûts. Lorsque vous mettez en place un point d'échange, ça ne va pas forcément rapporter de l'argent, mais ça va permettre de réduire les coûts. Comment? Parce que habituellement, avec un point, lorsque vous faites du transit, lorsque vous envoyez votre trafic vers l'extérieur, vous allez payer l'opérateur de transit. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mode de paiement, de la même manière, enfin, contrairement aux utilisateurs finaux que nous sommes, qui allons payer, on va dire, des frais, des coûts fixes, lorsque vous traitez avec les opérateurs de transit, le paiement va se faire en fonction du volume. Donc, plus vous envoyez des données et plus vous payez. Alors, le fait de ne plus avoir à envoyer des données vers l'extérieur vous permet justement de réduire le coût et de réduire donc vos coûts vers l'extérieur. Et à ce moment-là, ça peut aussi avoir un impact sur vos factures et aussi sur la facture de vos clients. Ça permet d'augmenter les performances. Vous n'êtes plus obligé de sortir d'un pays pour pouvoir revenir dans le même pays. Willy a parlé tout à l'heure du cas de la RDC. Pour quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi, si vous prenez un avion, c'est 45 minutes, 30 à 45 minutes, mais si vous prenez la route, c'est 3 jours de route. Donc, ça vous montre en fait le défi du point de vue géographique. Par contre, une chose qui est intéressante, c'est que quand maintenant vous avez ce point d'échange, vous n'êtes plus soumis à ces défis qui sont liés à la limitation de bande passante. Maintenant, vous avez une bande passante qui est beaucoup plus développée. Au lieu d'avoir la limitation à 1 méga, 10 mégas, 100 mégas, maintenant vous pouvez avoir 1 giga, 10 gigas, 100 gigas en fonction du switch qui va être utilisé. Donc, il y a une véritable augmentation de la performance. Développement économique. Tout à l'heure, Nico nous a parlé de 3 CDN locaux. Et c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez maintenant offrir des services locaux à moindre coût. Au lieu de devoir tout le temps vous appuyer sur les services à l'extérieur, ça permet aux opérateurs locaux de pouvoir offrir des services tels que l'hébergement local, des services de CDN, etc. Et ça, le coût est moins élevé. Pourquoi? Parce que les infrastructures se trouvent en local. La sécurité nationale, ça aussi, c'est un autre point. Aujourd'hui, tout ce que l'on sait, c'est que quand j'envoie un mail, ça quitte ma boîte email pour aller de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe sur le tronçon? On ne sait pas forcément. Donc, l'avantage d'avoir un point d'échange, c'est que maintenant, votre trafic reste en local. Et surtout pour les gouvernements, les institutions gouvernementales ou les banques et autres, ça évite que votre trafic soit exposé sur des tronçons que vous ne maîtrisez pas. Et le dernier point, c'est la mutualisation. Le point d'échange va aider à la mutualisation non seulement des ressources, donc ça peut être des CDN, donc des serveurs de cache, ça peut être des serveurs racines, mais aussi la mutualisation des connaissances. Et je vais en parler un peu plus tout à l'heure. Alors, la grosse question, c'est comment Afrinic soutient les points d'échange? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un point d'échange, ce n'est pas seulement une infrastructure, c'est aussi une communauté. Donc, oui, il y a la partie infrastructure parce que vous allez amener chaque participant au point d'échange à devoir se connecter de manière physique ou virtuelle au point d'échange.
Mais c'est aussi une communauté qu'il va falloir créer derrière, qui va animer ce point d'échange et qui va s'assurer de la vie du point d'échange. Il y a l'exemple qui a été donné par Nico avec RDCIX, où vous voyez que la communauté autour est très bien organisée et c'est ce qui lui permet de pouvoir survivre. Vous avez d'autres exemples en Afrique. Je prends l'exemple de Inks, ZA, donc le point d'échange, l'un des points d'échange d'Afrique du Sud ou même de Nap Africa, et vous verrez qu'il y a une communauté qui est autour, qui va s'organiser, qui va travailler ensemble et qui va voir comment optimiser au maximum le point d'échange. Donc, ce n'est pas seulement une infrastructure, mais c'est aussi une communauté et une communauté vibrante. Alors, comment est-ce que Afrinic soutient les points d'échange? Ben, déjà, nous avons des programmes de développement. Donc, le premier que je vais citer, c'est le développement des infrastructures critiques. Donc, nous allons soutenir le développement des infrastructures critiques par différentes manières. Ça peut être en offrant du matériel, ça peut être en mettant à disposition notre expertise. Nous avons aussi notre programme Anycast. Donc, le programme Anycast, c'est quoi? C'est mettre à disposition, donc héberger en local, au niveau du point d'échange, les services d'Afrenic. Et à ce moment-là, ça permet de bénéficier en local directement des services d'Afrenic et ne pas avoir à faire tout un long tronçon pour pouvoir le faire. Nous avons aussi un autre programme qui est le déploiement de copies de serveurs Racine, mais aussi un point important sur lequel je vais revenir et que j'ai mentionné au début de ma présentation, les points d'échange bénéficient gratuitement de ressources Internet quand ils viennent les chercher au niveau d'Afrique. Autre chose, un autre point sur le soutien aux points d'échange, c'est le renforcement des capacités. Donc, nous allons renforcer les capacités, nous allons aider au renforcement des capacités au niveau du point d'échange. Nous avons notre plateforme e-learning qui est là, afrinic.academy, et là-bas, vous allez avoir accès à des formations en ligne, en anglais, en français, en arabe. Et souvent aussi, nous avons des programmes où vous avez des sessions tutorées et des tuteurs qui vont vous accompagner. Mais aussi, d'un autre côté, nous avons des sessions, que ce soit en présentiel ou en virtuel, mais qui vont être adaptées aux besoins de la communauté locale. Et c'est là où c'est important d'avoir une communauté. Parce que ces besoins vont être aussi variés que parler de l'économie d'Internet. Comment est-ce que le point d'échange impacte l'économie, comment Internet fonctionne, mais aller sur des sujets techniques beaucoup plus pointus. Donc, ça peut être IPv6, le DNS, etc., en fonction toujours des besoins de la communauté. Nous avons eu, par exemple, à aider RDCIX et à faire une semaine de formation avec RDCIX où le premier jour, nous avions fait une plénière, parler de l'impact du DNS, mais ensuite, nous avons fait 4 jours de formation avec des participants locaux, plus d'une trentaine de participants locaux, pour justement partager notre expertise avec d'autres collègues de PCH, ISOC, voilà. Et le troisième point sur le soutien au point d'échange, c'est la mise en place de communautés pour le partage et la connaissance. Encore une fois, un point d'échange ne va vivre que s'il y a une communauté autour de ce point d'échange. Et c'est là où c'est important d'avoir des communautés comme les NOG, ou si vous voulez, une communauté qui est typique autour du point d'échange. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir partager. On va venir partager la connaissance, on va venir partager parfois aussi ce que nous avons comme matériel, équipement, etc. Il y a des points d'échange communautaires où vous allez voir des opérateurs, donc un des participants, qui va venir donner un switch. Pourquoi? Parce que ça l'arrange.
quand vous le faites, c'est gagnant-gagnant. Oui, c'est pas seulement que vous allez favoriser vos concurrents, mais vous allez permettre déjà à votre propre institution de pouvoir se connecter à un niveau, à une vitesse, à des débits beaucoup plus évolués. On va aussi partager la connaissance. Pourquoi? Parce on veut s'assurer que le point d'échange soit viable, qu'il soit attrayant, mais qu'il soit aussi sécurisé. Donc, si je veux me connecter au point d'échange de manière sécurisée, j'ai besoin aussi que les autres participants comprennent la technologie et les différents protocoles qui vont avec. Et c'est ce qui va permettre à tout le monde d'avoir un bon environnement de vie au niveau du point d'échange. Et donc, je terminerai en disant ceci, c'est que les points d'échange sont pour nous un moyen de servir la communauté Internet africaine en fournissant des services efficaces dans un environnement global multipartite. Merci beaucoup et je rends la parole à Willy. Merci beaucoup, Cédric. Merci pour cette présentation sur les stratégies. Comment est-ce que Afrinic, justement, soutient les points d'échange et soutient le développement de cette infrastructure. N'oubliez jamais que pour se connecter à un point d'échange, vous devez avoir un numéro de système autonome. Les numéros de système autonome sont attribués, sont alloués par vos registres régionaux. En Afrique, c'est Afrinic. Et donc, ça fait partie de l'un des soutiens. Cédric vous a également parlé des programmes ENICAS et des serveurs Racine. Donc, ça fait partie, entre autres, de ce que Afrinic fait et également le soutien aux différentes communautés. Cédric, juste une question avant qu'on continue, comme ça nous permet de libérer cette question. Est-ce que la participation dans les points d'échange peut se faire sans l'accord de participation des opérateurs? Parce que tu as dit, par exemple, que sur un point d'échange, tu peux avoir un opérateur ou tu peux avoir le client, en fait, de cet opérateur. Donc, je pense que la question de Chonda ici, c'est de savoir si la participation d'un client peut se faire sans l'accord de l'opérateur sur le point d'échange. Alors, merci beaucoup pour la question. C'est une chose qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir participer au point d'échange, vous devez être connecté à ce point d'échange. Donc, ça va être soit via une connexion directe. Donc, parfois, vous avez une connexion directe. Donc, ça va être, par exemple, de la fibre optique tirée directement de votre bureau ou de vos locaux jusqu'au point d'échange. Ou parfois, comme c'est le cas, par exemple pour nous à Frénic, c'est votre opérateur qui, lui, a déjà un tronçon qui va au point d'échange et qui va créer un tunnel pour permettre à votre trafic en sortie de pouvoir aller directement au point d'échange. Donc, l'accord de l'opérateur, je vais dire pas forcément, mais la collaboration, la coopération de l'opérateur, oui, si vous n'avez pas un lien direct. Donc, si vous avez un lien direct vers le point d'échange, pas besoin de demander à qui que ce soit une permission ou quoi. Tout simplement, vous vous connectez au point d'échange. Mais si vous n'avez pas de connexion directe, à ce moment-là, vous pouvez vous rapprocher de votre opérateur et lui demander de vous connecter au point d'échange de manière virtuelle et donc de créer ce canal-là qui vous permettra de vous connecter au point d'échange. Et comme je disais, ça marche parce que nous, au niveau d'Afrinic, nous sommes connectés au point d'échange au niveau de l'île Maurice et nous n'avons pas de câble direct, mais nous passons par l'un de nos opérateurs. Merci. Merci beaucoup pour cette précision. Effectivement, le plus important, c'est d'avoir une connectivité qui peut se faire donc soit avec l'opérateur ou bien avoir une connectivité directe. Voilà. Et puis, n'oubliez pas aussi que en tant qu'entité ayant un numéro de système autonome, vous pouvez justement déterminer les stratégies pour que vous puissiez vous interconnecter avec d'autres systèmes autonomes. Et donc, les points d'échange sont un aspect. Et lorsque vous négociez le raccordement à un point d'échange, c'est très différent du transit. C'est pour ça que dans un contrat, si vous, par exemple, vous devez revoir votre propre opérateur, ce n'est pas comme si vous allez voir votre opérateur pour qu'il vous fournisse du transit. Vous venez voir votre opérateur pour qu'il fournisse une liaison physique à un switch. Donc, c'est clair que dans la négociation, dans ce que vous devez demander, ça n'a rien à voir avec du transit. Ce n'est pas une liaison qui va permettre d'aller, on va dire, vers d'autres réseaux qui seraient à 3, 4, 5, 6 routeurs beaucoup plus loin.
Alors, merci beaucoup, Cédric. Nous allons continuer avec maintenant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, autre entité également qui supporte les organisations. Donc, comme nous avons dit, Jean-Baptiste travaille à Internet Society. Donc, Jean-Baptiste, en tant qu'expert en développement de l'Internet chez Internet Society, est-ce que tu peux nous parler des projets de ISOR pour supporter la mise en place et la gestion des points d'échange en Afrique? Merci Willy, rebonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Donc, et merci aux panélistes qui ont déjà partagé des expériences enrichissantes. Mon propos dans le cadre de ce panel est de présenter en 4 points, je dirais, comment Internet Society en tant qu'organisation qui milite pour un Internet accessible et ouvert, sécurisé, contribue à cela. Donc, je vous parlerai de l'appui direct que nous apportons et je vous parlerai aussi des événements comme catalyseurs de rencontres entre experts et où on discute les bonnes pratiques. Et je vous parlerai aussi de comment nous travaillons à développer le contenu local parce que dans les échanges ou dans les questions qui sont passées, j'ai vu que la question du contenu local, en produit localement, hébergé localement, intervient, donc j'interviendrai sur ça. Et enfin, j'indiquerai comment nous contribuons sur la partie renforcement de capacité et renforcement des connaissances parce que au-delà de l'aspect communautaire, il y a un besoin de ressources humaines et pour supporter le développement de ces points d'échange ou en parler des bonnes pratiques. Donc, pour revenir au premier point, comme je l'ai dit, à Internet Society, nous avons des appuis directs. Donc, ces appuis directs-là peuvent couvrir soit les équipements ou aider à la mise en place d'organisations. Comme l'a dit Gaël au départ, vous avez vu qu'il y a, au-delà de l'intention, il y a la communauté derrière et lorsque Nico présentait, il y a la question de bonne gouvernance. Lorsqu'il y a une transparence dans la gestion, ça amène les acteurs à se sentir, il y a une confiance mutuelle qui permet donc le développement du point d'échange. Et à ce niveau-là, donc, dans l'appui que nous proposons aux opérateurs de points d'échange à travers l'Afrique ou à travers le monde, donc ce financement peut vous permettre de travailler sur la gouvernance parce qu'un des soucis majeurs qu'on a constaté sur beaucoup de points d'échange dans la région, c'est la question de la gouvernance sur le long terme pour amener les différents acteurs à se sentir partie prenante, à avoir une gouvernance saine. Donc, nous pouvons vous appuyer en partageant des bonnes pratiques sur la base de ce qui a été vu ici et ailleurs. Donc, cela devrait permettre aux communautés qui postulent pour avoir ces financements-là d'avoir notre accompagnement, pas seulement des équipes d'Internet Society, mais en intelligence avec Afrinic, avec PCH, avec tous les acteurs qui peuvent contribuer à cela. Vous pouvez, au-delà donc de cet appui, je dirais, à la mise en place de la partie institutionnelle, vous pouvez aussi bénéficier, lorsque cela est nécessaire dans votre contexte d'Internet Society, d'un financement pour pouvoir acquérir des équipements pour soit un nouveau point d'échange ou pouvoir redynamiser des équipements obsolètes lorsque le modèle d'affaires ne permet pas encore de pouvoir vous les offrir vous-même. Ce qui va dire que notre accompagnement, c'est dans un temps donné et notre souhait est d'avoir des points d'échange qui deviennent dynamiques et qui peuvent, sur le long terme, soutenir leur développement en termes d'équipement. Au-delà de cela, nous avons aussi un certain nombre, je dirais, de contenus, comme je disais, de contenus de formation, parce que comme il s'est dit, Nico parlait de BGP, donc du protocole de routage entre réseaux opérateurs. Et nous savons qu'il faut bien quelque part avoir les meilleures pratiques dans comment configurer ces équipements-là pour que les choses se passent pour l'ensemble des membres. Donc, nous avons un certain nombre de contenus
en partenariat avec nos collègues qui s'occupent de la formation, qui vous permettent soit d'apprendre du routage de base ou du routage avancé parce que c'est nécessaire, ou d'apprendre un peu tout ce qui est documentation et best practice parce qu'il arrive souvent qu'en partenariat, nous produisons des documents et ces documents doivent vous permettre d'apprendre de ce qui a été fait ailleurs pour ne pas refaire la roue, comme on aime dit. Donc, il y a cet aspect formation-là et ces formations sont en libre accès sur notre plateforme de formation à distance que vous pouvez suivre soit en libre accès ou bien pendant des périodes données, 2-3 fois l'an, où vous avez des tuteurs qui peuvent vous accompagner. Donc ça, c'est ce qui concerne, je dirais, l'aspect renforcement des capacités. Nous avons aussi, comme je le disais, une politique dans ce que nous appelons la vision 50-50, parce que comme vous le savez, au-delà de l'échange de trafic local entre les réseaux connectés dans un pays, au-delà du fait que certains contenus peuvent être importés d'autres pays pour pouvoir permettre l'accès à des latences acceptables dans le pays, il y a aussi ce que nous appelons le développement de contenu local parce qu'il y a des acteurs comme Nicolas dit, il y en a 3 au Congo qui se sont déjà organisés et qui peuvent venir et partager leur trafic au point d'échange. Mais dans le cadre de la vision 50-50, notre objectif est de faire en sorte que au moins 50% du trafic d'un pays soit disponible localement. Ça a l'intérêt de booster l'économie locale via la production de contenu, mais ça a aussi l'avantage de diminuer la charge d'investissement pour faire venir certains services de l'étranger parce que en plus, les services vont être servis localement. Ça devrait permettre donc de décharger les liens internationaux avec l'avantage d'offrir des services avec une latence plus faible, mais de booster tout ce qui est contenu local en lien avec les acteurs locaux. Donc, c'est quelque chose aussi que nous accompagnons dans les pays en se disant que si demain, nos économies arrivent à avoir le niveau de trafic qui était estimé il y a quelque temps à autour de 70-80% en Afrique du Sud, au Nigeria ou au Kenya, ça va booster davantage l'économie locale, l'économie numérique locale. Donc, c'est quelque chose sur lequel aussi nous travaillons et prêts à accompagner les pays qui veulent donc aller dans ce sens. Enfin, au-delà donc de l'appui direct, des formations et des programmes spécifiques comme le programme Vision 50-50, nous organisons aussi à Internet Society, dans le cadre du soutien, je dirais, aux communautés d'échange et d'interconnexion, des événements. À date, nous avons en Afrique deux événements régionaux, donc le Forum d'Afrique centrale sur le peering, que nous organisons depuis quelques années, où nous essayons de discuter des problématiques régionales, parce que souvent, les acteurs entre eux dans une région peuvent avoir une problématique qui les impacte, qu'ils peuvent discuter entre eux et ensemble trouver une solution. Au-delà du Forum d'Afrique centrale, nous avons aussi le Forum d'Afrique de l'Ouest. Le Forum d'Afrique de l'Ouest sur le peering. Cette année, si tout se passe bien, il se tiendra en présentiel en Côte d'Ivoire. Et il permet donc d'adresser des problématiques d'interconnexion régionaux pour les acteurs où ils peuvent échanger ensemble. Au-delà de ces deux événements régionaux, nous avons le Forum africain sur le peering et l'interconnexion, donc qui est AFPIF, qui se passe chaque année et qui sera à sa 13e édition. Et cette année, je pense que à tout seigneur, tout honneur, donc au regard de l'expérience de la RDC que Nico a partagée, plusieurs choses ont concouru que cette année, le Forum africain se passe à Kinshasa du 20 au 22 août, où vous aurez sur 3 jours l'ensemble des experts africains et hors d'Afrique qui viennent pour parler de l'état de l'art, de peering et des occasions de collaboration. Donc, voici un peu résumé ce que nous faisons à Internet Society dans le cadre du soutien au point d'échange des anciens comme des nouveaux, donc en partant de l'appui, équipement, gouvernance, réseautage, parce que
comme l'a dit certains présentateurs et panélistes avant moi, au-delà de tout, c'est une communauté qui rend un point d'échange fort et nous travaillons donc à renforcer les initiatives et avoir des communautés fortes pour avoir un Internet plus résilient et un peering meilleur dans nos pays. Donc, voici un peu résumé, cher Willy, donc des points sur lesquels nous travaillons sur Internet Society dans le cadre spécifique des points d'échange Internet. Merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci pour cette présentation sur ce que Internet Society fait. Je retiens que vous avez donc des appuis à plusieurs niveaux, que ce soit aussi bien sur le plan technique, sur le plan administratif et sur le plan communautaire. Donc, je tiens juste à faire remarquer à l'audience, à signaler à l'audience que parmi, par exemple, les événements que vous soutenez, il y a un qui regroupe généralement un peu tous ceux qui travaillent autour et dans les points d'échange. C'est le forum d'Arpif et qui se tiendra donc en août en RDC. Donc, vous êtes juste justement rappelé qu'il y aura ce forum qui sera organisé très bientôt, qui est, je le rappelle encore, le forum, on va dire, qui est un peu à l'échelle continentale, mais comme Jean-Baptiste l'a indiqué, il y a également plusieurs forums qui sont maintenant plus régionaux que vous soutenez et qui s'organisent régulièrement dans l'année. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer avec Jean-Francis qui va, dans un premier temps, d'abord nous parler d'un justement nouveau point d'échange qui est en train de se mettre en place en Afrique centrale au Cameroun. Et après, Jean-Francis pourra également nous parler de son point de vue en tant que directeur de data center. Donc, bonjour Jean-Francis, si tu peux nous présenter d'abord l'expérience de Douala X et après nous parler un peu de la vision que tu as, que tu vois en termes de gestion de data center. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, Douala X, qui est un petit nouveau dans l'univers des points d'échange en Afrique centrale, est né d'un simple besoin, qui était de pouvoir échanger du trafic. On est parti d'une simple problématique pour nous, ST Digital, pour notre entité Data Center Service. On développe des data centers en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, donc pour proposer une offre d'hébergement neutre. Et qui dit hébergement neutre nous dit avoir accès aux autres réseaux pour permettre tant avoir de la résilience que d'améliorer les performances pour accéder au contenu local. Donc on est parti de ce besoin-là et face un petit peu, je dirais, aux difficultés d'accès au raccordement à l'IXP qui était présent, on s'est dit tout simplement, pourquoi pas monter notre propre IXP. Peut-être un peu naïvement, je dois le dire, mais on a essayé un peu de mûrir l'idée. Et puis, on a étudié les différents modèles économiques, les différents modèles techniques. Et je me suis rendu compte que le meilleur moyen ou la meilleure façon à la fois de développer l'échange de trafic pour un projet comme Douala X et d'amener vers du contenu en local, c'était d'avoir un modèle communautaire. Donc, on a commencé à travailler sur le projet Douala X, qui était parti d'un modèle très simple, hein. C'est de dire, on veut juste échanger du trafic. On veut pas prendre votre argent contre des ports. On veut faciliter l'échange de trafic et on veut être ouvert à tous. Puisque vous allez le voir souvent, beaucoup de points d'échange vont par exemple vous demander d'avoir une licence opérateur. Alors vous avez des sociétés, des acteurs qui ont des systèmes autonomes, mais qui ne sont pas opérateurs télécoms. Donc pour eux, ils ne peuvent pas accéder aux services de points d'échange. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un service de points d'échange ouvert à tous. Vous pouvez être une université, avoir un système de points autonomes et vouloir interconnecter et échanger du trafic. Donc on est parti de là. On a sollicité Afrinic, qui nous a très bien conseillé, très bien assisté sur la mise en place. Ça s'est fait très simplement. Et puis, on est parti vers les autres opérateurs. Et on s'est dit très simplement, on va rechercher les autres acteurs locaux qui ont la même problématique que nous d'accéder aux IXP.
Donc, on a trouvé quelques opérateurs qui avaient des besoins d'échange de trafic et qui ont accepté très simplement de s'interconnecter. Et c'est parti de là. Et peut-être pour présenter un peu à la différence de ce qui a été dit un peu avant, c'est un modèle purement communautaire. Quand je dis purement communautaire, c'est que ST Digital a amené l'infrastructure d'hébergement, a amené le matériel, fourni la bande passante, mais les travaux sont faits à 80% par un support de la communauté. Et je pense que c'est aujourd'hui un très bon modèle de ce qu'on est capable de réaliser en tant que communauté, puisqu'on a pu mettre en place les premiers services, un switch qui interconnecte des membres, des services qui hébergent des serveurs racines, ce genre de choses. Et ça s'est fait avec un support de la communauté, donc de gens qui ont donné du temps volontairement pour mettre en place ces services-là. Ça nous a pris un petit peu de temps parce que chacun travaille au rythme de son temps, même nos ressources, ça se fait en fonction de nos disponibilités. Donc, on a pu mettre en place le service, le lancer, le tester. On a pu également bénéficier du support maintenant d'Afrinic pour nous assister sur travailler sur peut-être intégrer de l'unicast, chercher à avoir plus de serveurs racines. On a également maintenant le soutien d'ISOC pour monter en puissance en termes de capacité technique. Et ça, vraiment, je peux dire que ça ne s'est pas fait sans problème, mais ça s'est très bien passé. Les difficultés que je pourrais partager, qu'on a rencontrées, viennent souvent de certains acteurs locaux. Et souvent, c'est peut-être les problèmes qu'on ne voit pas quand on se lance dans des projets de mise en place de points d'échange, c'est que vous ne devez pas négliger la réglementation, la lourdeur administrative que peuvent avoir certains acteurs publics pour vous accompagner ou pour travailler avec vous. Vous ne devez pas négliger un problème de compétences techniques qui peut exister chez certains opérateurs. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de s'interconnecter à des points d'échange, ils ne travaillent pas beaucoup sur du BGP, ou parfois vous avez même certaines opérations sur des opérations BGP qui sont même externalisées chez des prestataires externes, donc il y a un problème de compétences en interne. Et tout ça, ça peut vous amener dans des situations où pour vous interconnecter à un opérateur, vous allez mettre 6 mois, 8 mois, 9 mois. Alors, ça peut être beaucoup de frustration, ça peut être beaucoup d'incompréhension. Et c'est là où vous devez être capable de dialoguer, de faire beaucoup d'explications, beaucoup de rencontres pour expliquer un peu à tout le monde comment est-ce que ça fonctionne et aussi de vous mettre dans une position d'assistance. Vous créez un point d'échange, vous voulez qu'un opérateur s'interconnecte, bien souvent, c'est pas juste vous lui envoyer les paramètres et vous lui dites interconnectez-vous, voilà, débrouillez-vous. Non, vous devez souvent travailler avec les ingénieurs, les aider à monter en compétences parfois pour être capable d'avoir ces interconnexions, ces mises en place qui se font. Ça se fait très lentement, c'est un travail qui est très long. Et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de freins qui sont liés à l'incompréhension des bénéfices apportés par l'échange de trafic en local. Aujourd'hui, on a une économie de l'Internet en Afrique qui est essentiellement tournée vers le transit. Tout le monde vend du transit et ne vend que ça. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver dans la situation où un opérateur ne va pas s'interconnecter au point d'échange parce qu'il va considérer que s'il s'interconnecte au point d'échange, c'est moins de trafic de transit qu'il va vendre. Ça peut paraître très simple, mais c'est exactement aujourd'hui les réticences qu'ont certains à s'interconnecter, c'est de se dire, si je m'interconnecte, c'est moins de transit. Donc, je fais chuter mes revenus de transit. Et c'est là où vous devez être capable de beaucoup d'explications,
pour montrer les gains en termes de qualité de service, expérience utilisateur et autres, et que derrière, tous ces gains-là vont générer du revenu supplémentaire qui va être lié à de la consommation supplémentaire parce que vous avez une meilleure qualité de service. Et avoir cette position d'acteur, je dirais, communautaire, hébergé dans un data center neutre, ça vous pose, je dirais, dans une position centrale où vous n'êtes concurrent de personne. Et du coup, vous pouvez parler très simplement à différents acteurs qui aujourd'hui sont concurrents et se regardent souvent en chien de faïence et ont du mal à collaborer. Et c'est un peu le défi aujourd'hui, je pense, pour nous, qui est d'amener tous ces différents acteurs-là à collaborer, à s'échanger les informations techniques et donc, du coup, à partager et à faire vivre un point d'échange. Et surtout aujourd'hui, je pense pour nous, nouvel acteur, c'était aussi un défi d'entrer sur un marché où il y avait déjà un point d'échange et de faire comprendre à la communauté et aux différents acteurs que vous pouvez être sur un territoire où vous avez dans la même ville à des géolocalisations différentes, 2 points d'échange. C'est pas quelque chose de négatif. Il n'y a pas de concurrence. Au contraire, vous ajoutez à de la résilience. Parce que si vous avez un point d'échange unique dans une seule ville, le jour où il est down, vous perdez l'ensemble de votre trafic d'interconnexion. Or, si vous avez 2, 3 points d'échange dans votre capitale, si vous perdez l'un d'entre eux, vous ne perdez pas votre trafic. Donc, ça participe vraiment à la résilience. Et c'est un long chemin d'arriver à expliquer ça, d'arriver à s'intégrer dans un écosystème. Mais on est aidé aujourd'hui par exemple, les récents outages sur les câbles sous-marins qui nous remettent en lumière et qui reposent l'importance d'avoir des points d'échange. Parce que quand vous avez un pays qui est interconnecté, par exemple, avec un seul câble sous-marin, et personne n'est connecté au point d'échange, le jour où vous perdez votre interconnexion et que, par exemple, la plateforme des impôts, elle est indisponible parce que tel ou tel opérateur ne sait pas s'interconnecter, ça, c'est des choses qui ont des impacts majeurs. Donc, c'est aujourd'hui placer pour nous les points d'échange comme une infrastructure critique, une infrastructure communautaire à laquelle tout le monde doit participer, mais surtout penser le modèle économique en étant réaliste par rapport à comment on se positionne sur notre marché. Aujourd'hui, très simplement, par exemple, sur Douala IX, j'ai suivi la présentation qu'a faite Nico, qui a une longue histoire. Nous, par exemple, on ne facture rien. Aujourd'hui, chaque membre est responsable de comment il va s'interconnecter pour venir au point d'échange, mais on ne facture pas le port. On ne facture pas de trafic, on ne facture pas de membership fee. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est d'amener les membres à se connecter et à s'interconnecter. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va évoluer dans 4, 5 ans, quand on aura grossi. Mais dans cette première étape, on a jugé important de faire un focus sur vraiment, comme je le disais, l'interconnexion et l'échange de trafic en local. Ça, c'est vraiment je dirais, ce qu'on peut présenter comme étant l'ADN du service qu'on a voulu mettre en place. Alors aujourd'hui, on le voit comme étant très important parce que nous, en tant qu'acteurs de data center, avoir un point d'échange, c'est un avantage concurrentiel. Aujourd'hui, on est capable du coup de présenter des temps de réponse, des temps d'accès facilités à certains services hébergés en locaux. Et ça nous permet de nous positionner de façon concurrentielle, de présenter une offre qui apporte une certaine résilience, qui apporte des réponses en termes de sécurité, comme Cédric en a parlé par exemple, et de souveraineté aussi. C'est de dire aujourd'hui, du trafic pour certaines plateformes, parce que vous allez avoir 80% des projets de digitalisation aujourd'hui sont des projets publics. Mais ce trafic-là, on aimerait que ce trafic-là, il soit 100% local, que vous ayez une plateforme d'impôt, une plateforme de carte d'identité digitalisée, une plateforme de visa, que tout ce trafic-là s'échange en local. Et ça, c'est vraiment la mission aujourd'hui.
hébergés chez nous, hébergés chez d'autres, mais que nous aussi, on puisse, je dirais, participer d'une façon un peu active à cette vitalité de l'écosystème. On fournit de l'hébergement pour un acteur aujourd'hui. On a participé à la mise en place de Douala IX, mais par exemple aujourd'hui, on travaille sur un projet avec l'autre point d'échange Camix pour les héberger, donc pour héberger un POP de cette IXP-là au sein de notre data center. Et c'est vraiment un peu l'état d'esprit que je voudrais faire ressortir, c'est que pour qu'on puisse avoir de l'échange de trafic en local, qu'on puisse avoir de l'interconnexion, que nos équipes puissent se parler, il faut être capable de donner quelque chose. Vous devez être capable de donner de votre temps, vous devez être capable de donner du matériel, vous devez être capable de donner du temps de formation. Et c'est pour moi aujourd'hui ce qui participe à développer notre écosystème. Et pour partager un peu le retour, c'est que pour mettre en place Douala IX, on a eu de l'aide de gens venant d'Afrique du Sud, on a eu de l'aide de gens de Maurice, tout le monde a participé. Et moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur exemple que je peux donner. Je sais pas, moi, Gaël, on a eu des discussions il y a 6 mois, je crois 1 an, quand il était chez PCH, sur comment est-ce qu'il pouvait nous aider et autres. Vous allez toujours trouver de l'aide. Donc, il ne faut pas hésiter à la demander, il ne faut pas hésiter à partager ce que vous faites. Malheureusement, dans notre écosystème africain, vous avez encore beaucoup de réticence à partager ce que vous faites. Et c'est pour nous important de pouvoir partager ce que vous faites. Les best practices, elles doivent être partagées, elles doivent être enseignées aux autres. Aujourd'hui, Douala X ne serait pas existant s'il n'y avait pas eu cette aide de la communauté. On n'aurait pas on n'aurait pas pu le mettre en place et le faire vivre pour arriver à l'étape où on est. Et je pense que euh, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est de dire Internet, c'est plusieurs systèmes qui s'interconnectent, c'est plusieurs personnes qui se parlent pour faire des choses ensemble. Vous pouvez être concurrent, mais vous pouvez être aussi à un moment donné partenaire, acteur ensemble pour mettre en place quelque chose qui vous sert tous. Hein. Moi, ça me sert aujourd'hui à moi parce que ça me permet d'offrir des meilleurs services à mes clients. Ça sert aussi à d'autres personnes qui fournissent de l'IP transit ou de l'interconnexion ou des services VPN, que sais-je. Mais chacun trouve son gagnant à travailler et à collaborer ensemble. Et aujourd'hui, vous allez le voir, le développement des points d'échange, pour moi, ne pourra se faire que si vous avez un développement des data centers neutres en Afrique. Nico a parlé de ces problèmes de locaux, de comment est-ce qu'il faut être hébergé et autres. Nous, aujourd'hui, c'est de dire on peut héberger n'importe qui dans une infrastructure redondante, on va vous fournir l'électricité, on va vous fournir la climatisation, mais on est seul. Il faut qu'il y ait d'autres acteurs qui puissent se mettre de façon volontaire et qu'on puisse augmenter le nombre de points d'échange aujourd'hui en Afrique. Il y a plein de pays où nous sommes présents, où vous avez un seul point d'échange avec parfois 2 POP qui sont chez 2 opérateurs concurrents qui souvent ne se parlent pas. Les tarifs pour avoir des liaisons pour se connecter à ces points d'échange-là sont souvent prohibitifs. Et je pense que l'hébergement dans des points des data centers neutres pourrait faciliter ce développement de services-là en vous plaçant chez des acteurs qui ne sont pas concurrents, très clairement. OK, merci Jean-Francis. Donc tu as abordé en fait la création de Douala X, comment il fonctionne, un peu les challenges, mais également tu as un peu présenté ta vision en tant que justement responsable de data center et justement ce que les data centers peuvent apporter de manière générale dans les interconnexions. Je note notamment que justement les data centers sont
à la base, justement, des endroits où on s'interconnecte. Et autant on peut avoir des data centers neutres, cela permet justement de favoriser justement la présence de différents acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, mais qui peuvent tous collaborer. Et c'est notamment ce que vous faites à votre niveau. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre les questions que nous avons dans la session Q&A, qui là, pour le moment, concerne Jean-Francis. Et par la suite, je vais demander à chacun de donner un peu un résumé de son point de vue de manière globale. Donc, Jean-Francis, je pense qu'il y a certaines questions que tu pourras prendre ensemble. Donc, il y a une question qui est notamment de savoir quelle est la différence entre $IX et CAMIX. Voilà, après, voilà, bon, allons-y peut-être déjà par celle-là. Je sais que tu as déjà évoqué, mais si tu peux brièvement encore rappeler ce que tu indiquais. D'accord. Alors, Camix, c'est le premier point d'échange qui a été créé au Cameroun, qui a été créé sous le modèle d'une association qui regroupe les principaux opérateurs. Nous, ST Digital, nous sommes également membres de Camix. Mais c'est le premier point d'échange. Douala IX, c'est le service de point d'échange qu'on a lancé et qui est opéré aujourd'hui par la communauté. Donc, vous avez 2 points d'échange qui vous permettent d'avoir une offre, je dirais, élargie d'interconnexion et de peering. OK, très bien, merci. L'autre question qui t'est également posée, c'est quelle collaboration vous pouvez avoir, c'est-à-dire votre structure, avec une collectivité très éloignée des infrastructures de connexion Internet et qui veut installer son réseau communautaire au bénéfice de ces populations? Question de Addis. Alors, on peut, je dirais, nous, on est à premier abord, on est un hébergeur. Donc, on peut héberger des infrastructures réseau virtualisées si une communauté a des besoins d'infrastructures. Donc, on peut participer à ce type de projet-là. Mais on ne pourra pas, par exemple, fournir des services de last mile ou pour assister à des besoins locaux en termes de connectivité. Là, il faudra avoir recours à un des opérateurs locaux qui pourra fournir ce type de service. OK, très bien, merci. La dernière question que nous avons pour le moment, c'est, tu l'as aussi évoqué, mais je reprends, question de Nazer. Si rien n'est facturé à Douala X, comment est financé le fonctionnement au quotidien du point d'échange? Oui, parce qu'effectivement, il faut que quelqu'un paye. Aujourd'hui, nous, on a pris le parti de dire on va supporter le gros du coût de l'infrastructure, donc l'hébergement, la bande passante, tout ce qui est coût lié à l'énergie. On vient d'avoir tout récemment un soutien d'ISOC pour du financement de matériel, mais on supporte le coût de l'infrastructure et de son fonctionnement. C'est un choix. C'est un choix parce que pour nous, on doit pouvoir euh, s'ouvrir, entre guillemets, et faciliter aujourd'hui le peering. Pour moi, c'est le modèle que je pense être le plus simple euh, pour pousser les gens à s'interconnecter et à échanger du trafic. OK, très bien. Merci beaucoup pour ton éclairage. Donc, nous avons eu beaucoup de questions auxquelles nous avons répondu directement dans la session Q&A. Et nous avons demandé, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les remettre dans la section Q&A et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Donc, en attendant, je vais redemander à chacun de nos panélistes, je vais commencer par Gaël. Donc, pour résumer un peu, Gaël, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que notre audience retienne par rapport à tout ce qui a été évoqué aujourd'hui? Je pense on a couvert pas mal d'aspects pendant ce webinaire. Il y a eu pas mal de discussions dans le chat. Je pense que une partie importante est de que chaque partie prenante dans l'écosystème doit
pouvoir se faire valoir et participer et s'engager directement. Donc, les opérateurs d'un côté, data center de l'autre, le régulateur, ingénieurs qui travaillent dans ces sociétés. euh, et je pense que le régulateur a un rôle qui doit pas être a un rôle intéressant parce qu'il peut faciliter et il peut réglementer aussi. Et on a vu un peu dans le chat, on a discuté, dans quelle mesure la réglementation doit être jusqu'au point d'obliger aux opérateurs à s'interconnecter au point d'échange. On a vu, il y a des règles, il y a certains pays où il y a des obligations. Les obligations, je suis de l'avis que sur le long terme, euh, c'est pas la meilleure option. Mais en tout cas, c'est vrai que dans certains pays, c'est encore compliqué. Et ce que je veux dire, c'est que il y a 60 points d'échange qui sont actifs dans ce moment-là dans le continent africain, et presque tous les pays en ont un. Il y en a Mauritanie, le Soudan, le Niger, l'Algérie, la Libye, Éthiopie, Érythrée, Madagascar, qui sont encore, disons, qui essayent de mettre en place l'écosystème. Alors, est-ce que le régulateur peut faciliter, peut mettre en place euh, des rencontres, des forums? Est-ce qu'il peut participer? Est-ce qu'il peut parler avec ces parties prenantes et comprendre quels sont les problèmes et comment ils peuvent participer? Pour moi, c'est important, mais c'est aussi très important d'avoir une feuille de route pour que le régulateur aussi soit capable, après, de laisser la gestion euh, justement aux opérateurs qui sont les vrais membres et les vrais utilisateurs du point d'échange. Je voulais aussi dire, il y a une petite tendance d'exploitation des IXP en collaboration avec des acteurs européens, comme DKX, Lynx ou M6. Je pense que comme petit point de réflexion, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ce sont des acteurs qui ont une longue histoire, une longue expérience euh, dans la gestion des plateformes techniques et ils peuvent apporter certains soutiens. Après, c'est totalement possible de le faire euh, je veux dire, sans la collaboration d'acteurs internationaux. Et c'est tout à fait possible de le faire. Et comme vous avez vu, voilà, Nico, Jean-Francis ont partagé leurs histoires. Vous pouvez en parler, demander et comprendre un petit peu mieux. Euh, je pense, voilà, j'avais aussi comme défi parfois, voilà, les régulateurs qui peuvent dépasser son rôle de facilitateur. Euh, Finalement, je pense que en termes de stratégie pour la promotion du peering, je pense que voilà, ce qui est clé, c'est de s'engager avec la communauté et comprendre quels sont les défis et les difficultés. Et on peut parler de défis ou de difficultés techniques. Par exemple, ça peut être des compétences. Et vous avez vu que Afrinic, Internet Society euh, peuvent organiser des ateliers, peuvent renforcer les capacités, les compétences BGP, etc. On peut essayer de comprendre si c'est des difficultés économiques. Il se peut qu'il n'y ait pas un manque d'investissement, de capital pour les opérateurs, pour développer, pour acheter du matériel, voilà. Ou, je ne sais pas, il se pourrait aussi que ce soit des problèmes en matière de réglementation. Je connais parfois, il y a des problèmes pour avoir accès au- euh, pour avoir accès aux infrastructures communes, notamment le passage
pour pouvoir, par exemple, mettre de la fibre optique. Ça peut être compliqué Ah, avec, voilà. Bon, je m'arrête ici, comme ça ouais. on aura le temps d'écouter le reste de panélistes. Merci, Willy. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Gaël. Donc, je vais également passer dans la parole à Nico. Nico, est-ce que, au vu des échanges, des présentations, il y a quelque chose que tu aimerais que l'audience retienne? N'oublie pas d'ouvrir ton micro, s'il te plaît. OK, excuse-moi. OK, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. OK. Je disais tout à l'heure que nous sommes dans la phase de la construction de l'écosystème Internet en Afrique. Et cela nous demande beaucoup de sacrifices, de nous replier d'abord sur nous-mêmes, être conscient des enjeux qui sont des nôtres, et s'ouvrir aussi aux autres, ce n'est pas une mauvaise chose, mais tout en gardant une certaine identité. On ne va pas s'ouvrir aux autres pour nous faire avaler. C'est un peu ça le problème. Et nous devons travailler beaucoup plus pour amener cet écosystème à grandir et beaucoup plus travailler sur le contenu local. C'est un grand défi pour nous en Afrique. Nous avons des data centers qui sont en train de venir. Et dans ces data centers, nous devons avoir nos contenus. Nous sommes, entre guillemets, les continents les plus pauvres, mais nous sommes le continent qui finance beaucoup plus l'Internet mondial. Parce que nous dépensons beaucoup pour accéder à nos propres contenus qui sont hébergés à l'extérieur du continent. C'est en termes de je sais pas, des milliers de millions ou des milliards de dollars que chaque jour nous payons. Et si vous remarquez dans toutes les zones du monde, l'Internet est encore très cher en Afrique. C'est-à-dire, les citoyens lambda payent cher pour accéder à l'Internet. Et c'est encore un luxe. Battons-nous pour que cet Internet soit la nôtre à travers le projet de l'accompagnement d'Internet Society, à travers l'accompagnement de Afrinic, pour qu'on ait notre identité dans le cyberespace. On n'a pas encore l'identité. Battons-nous pour cela. OK. Merci beaucoup, Nico, pour ce mot de fin. Je passe la parole à Cédric. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais que nous retenions? Oui, merci beaucoup, Willy. Je commencerai par dire qu'une chose qui est assez étrange avec les points d'échange et les opérateurs en Afrique, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs africains ou présents en Afrique sont réticents à se connecter aux points d'échange. Mais ces mêmes opérateurs, vous allez très souvent les retrouver connectés à des points d'échange internationaux, donc au niveau de leur opérateur de transit. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que les opérateurs, on va dire dans les pays occidentaux ou même en Asie, sont en fait courent derrière les points d'échange, courent tous pour se connecter derrière les points d'échange parce qu'ils savent le bien que cela leur apporte. Alors que quand vous arrivez en Afrique, arriver à convaincre les opérateurs de se connecter derrière un point d'échange, c'est une véritable galère. Ça prend du temps, c'est tout un processus d'apprentissage. C'est comme lorsque vous voulez apprendre à un bébé à marcher. Donc, étape par étape, jusqu'à ce que vous puissiez convaincre tout le monde du bienfait. Les points d'échange apportent beaucoup en Afrique et c'est la raison pour laquelle des entités comme Afrinic, ISOC, PCH vont tous ensemble travailler à promouvoir ces points d'échange. Et aussi, ne pensez pas que nous sommes en compétition les uns avec les autres. Non, nous collaborons. ISOC va collaborer avec Afrinic, Afrinic va collaborer avec PCH. Nous collaborons tous ensemble. Donc, si vous venez vers l'un d'entre nous, ne soyez pas étonnés que nous puissions inclure les autres lorsque nous allons travailler. Et vraiment, j'encourage tous ceux qui sont opérateurs ou tous ceux qui ont du contenu. Ça peut être un site web, ça peut être un service. Si vous l'hébergez localement ou si vous avez la possibilité de l'héberger localement, connectez-vous au point d'échange,
rapprochez-vous du point d'échange. Si votre point d'échange n'est pas fonctionnel, rapprochez-vous d'eux et voyez comment vous pouvez monter cette communauté qui va pouvoir le rendre vibrant. Et n'oubliez pas, rapprochez-vous de nous, d'Afrenic, ISOC, PCH ou tous les autres qui travaillent sur les points d'échange. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup. À toi la parole, Willy. Merci Cédric. Je vais directement chez Jean-Francis, d'un acteur à un autre, pour parler maintenant au niveau de Internet Society. Quel est le mot de fin, Jean-Baptiste? Alors, merci Willy de baptiser Jean-Baptiste, Jean-Francis, mais ça va ensemble. En Pardon. tout cas, non, il n'y a pas de souci. Déjà, merci à tous les panélistes. Je pense que chacun a abordé un aspect de la problématique globale du développement des points d'échange en Afrique. Et déjà, merci aussi à ceux qui nous suivent depuis. Moi, mon propos va être sur la base des constats. Aujourd'hui, le constat global qu'on a dans la plupart, dans beaucoup d'XP, surtout francophones, c'est une question de gestion, de gouvernance, où tout le monde se sent partie prenante. Donc, moi, je dirais que dans cet effort de co-construction, euh, ici est que ensemble, Internet Society et l'ensemble des acteurs, comme Cédric le dirait, ensemble, qu'on puisse continuer à sensibiliser les uns et les autres sur le pourquoi et le comment, pourquoi il nous faut des points d'échange et comment nous devons le faire pour que chacun puisse se sentir, je dirais, partie prenante. Donc, beaucoup de sensibilisation pour qu'il y ait une bonne gouvernance qui permette, lorsqu'il y a encore des incompréhensions, et que chacun puisse rejoindre le mouvement. Au-delà de cela, moi, j'encouragerais aussi beaucoup de connectivité interfrontalière. On a vu avec la panne qui est arrivée tout récemment en Afrique de l'Ouest qu'il y avait des soucis d'interconnexion, même souvent à l'intérieur du même pays, entre des opérateurs. Ce qui n'a pas permis, par exemple, de solutionner certains écoulements de trafic qui auraient pu se passer si cette interconnexion était efficace, réelle au niveau des points d'échange. Donc, pour moi, il faut beaucoup de connectivité à l'intérieur des pays, mais entre les pays, ce qui va nous permettre d'avoir un réseau, je dirais, maillé au-delà des points d'échange, et puis la production de contenu, sensibiliser à cela, et pour que demain, le contenu, l'Internet auquel nous voulons accéder soit le plus proche de nous, parce que tout le but du jeu, c'est d'accéder à des services dans des latences très, très faibles. Donc, pour moi, ce serait ça. Gouvernance, sensibilisation, contenu local. Et à Internet Society, nous serons toujours disponibles pour accompagner tous les acteurs qui vont vouloir évoluer dans ce sens-là. Voilà. Merci à vous et merci. À toi la parole. Oui. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Donc maintenant, je passe la parole à un autre Jean, Jean-Francis, pour son mot de fin. Je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais moi, ce que je retiens, c'est que aujourd'hui, on a les moyens euh, de d'héberger du contenu en local, d'échanger du trafic en local. Il suffit juste qu'on sache collaborer. Moi, c'est ce que je retiens. Je pense pas qu'il faille faire la course au CDN. Je pense qu'il faut faire un focus sur l'hébergement local et échanger ce trafic en local. Pour nous, ça doit être les priorités et tous les acteurs de l'écosystème doivent apprendre à se parler et à travailler ensemble. Il n'y a que de cette façon qu'on arrivera à développer cet Internet local résilient et performant. Merci beaucoup, Jean-Francis. Merci à tous. Je vais juste rappeler justement, Jean-Baptiste a parlé justement de la coupure avec les câbles. Juste vous faire remarquer quelque chose. Vous savez, lorsqu'il y a eu cette coupure simultanée de plusieurs câbles,
l'expérience vécue dans plusieurs pays n'a pas été la même. Euh, Malheureusement, beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, cela, entre guillemets, s'est ressenti. Mais il faut savoir que la plupart, sinon tous ces câbles, également passaient par l'Afrique du Sud. Mais si vous étiez en Afrique du Sud pendant cette période-là, par exemple, il y a eu justement le sommet qui regroupe un peu les opérateurs réseau, ZNO, ils ont organisé leur rencontre. L'expérience n'a pas été si difficile ou catastrophique. Vous pouvez me demander pourquoi. C'est simplement parce que il y a énormément d'interconnexions en Afrique du Sud. Et par interconnexion, c'est-à-dire le nombre de points d'échange, il n'y a pas qu'un seul point d'échange, il y en a plusieurs. Et le même point d'échange parfois a plusieurs points de présence ou pas. Donc, cela a fait que pendant qu'il y avait ces coupures, l'utilisateur sud-africain n'était pas, on va dire, n'a pas ressenti le même impact qu'un utilisateur qui pouvait être dans un pays en Afrique de l'Ouest centrale. Encore une fois, à cause ou grâce justement au fait qu'il y a tellement d'interconnexions dans leur pays à plusieurs niveaux et même dans la même ville, il y a plusieurs interconnexions. Cela a réduit, on va dire, l'impact que cela pouvait avoir. Donc, c'est juste pour dire à quel point c'est important de prendre en compte la notion de point d'échange, de prendre en compte la notion d'interconnexion et de nous arrêter pas simplement à la notion de transit. Et il faut bien savoir que tout le monde à son niveau peut justement y trouver son compte. Donc, nous allons nous arrêter là. Notre prochain webinaire sera en anglais. Il sera intitulé Exploring African CCTLD. En gros, si vous avez compris, cela va parler des questions de DNS. Donc, ce webinaire aura lieu le 18 avril 2024. Ce sera à partir de 9 heures temps universel. Il explorera les tendances, les défis et les opportunités qui entourent les CCTLD africains en mettant en lumière leur importance dans le voyage numérique sur le continent. Donc, à la fin de ce webinaire, s'il vous plaît, une enquête va s'afficher sur votre écran. La seule chose que nous demanderons, c'est de la remplir pour nous aider à améliorer notre expérience des webinaires d'Afrique. Nous serons ravis d'obtenir une évaluation de votre part. Donc, s'il vous plaît, veuillez consacrer 1 à 2 minutes pour nous répondre, au formulaire qui sera proposé. Donc, sur ce, je remercie donc tous nos panélistes, je remercie mes collègues qui se sont occupés de l'organisation, de toute la logistique, et j'espère que vous avez pu bénéficier de quelque chose durant ce webinaire, durant cet échange, et nous espérons que chacun à son niveau, dans vos milieux respectifs, vous justement prendra à cœur de voir comment, à votre niveau, vous pouvez faire évoluer les questions d'interconnectivité dans votre pays et sur le continent africain. Donc, je remercie à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Oui, au revoir, au revoir. Bye bye, bye bye. Merci vraiment. Merci Nico. Merci Cédric. Merci Ouais. Willy, merci Jean-Baptiste. Oh, Stéphane. Stéphane, ça fait Yeah. longtemps là. Vraiment longtemps.